vais maintenant laisser la place à notre expert. Donc Monsieur Patrick Dandré, vous pouvez l'applaudir encore. Heureusement qu'ils ont fait ce petit débat en prose, parce que je voyais le moment où il fallait que j'improvise en vers en prose. Ils peuvent peut-être faire en alexandrin ou en hexamètre dactylique en traduisant en latin la chose. Alors il y a une chose que j'ai bien aimée, c'est que vous avez remarqué qu'ils sont à contre-emploi. C'est-à-dire que lui, il a tout pour jouer Philinte, et lui, il a tout pour jouer Alceste en tant que type, quoi. Il vous joue Philinte avec une espèce de... L'autre répond en un Alceste tout polissé. C'est Alceste et j'ai les habits de Philinte. Oui, la couleur de l'instabilité contre oui. la tempérance. Sur la tempérance, je ne sais pas. Bon, c'est qu'il y a un historien et littéraire et que nous sommes en histoire littéraire, ce qui suppose évidemment qu'on fasse un peu de contextualisation. Et normalement, le rôle de l'expert, si j'ai bien compris, c'est de contextualiser. Alors moi, j'essuie des plâtres. C'est la première fois qu'il y a un expert. Il y a d'ailleurs un bâton derrière moi. Et donc, je crois que je suis venu le chercher pour me faire battre. C'est-à-dire que je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, mais je vais essayer de le faire comme on m'a indiqué un petit peu, comme on l'attendait, oui, enfin surtout brièvement. Je vais essayer en tout cas, en essayant simplement de voir quelles sont les différentes postures à partir duquel on peut instruire le jugement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais après avoir entendu ces deux harangues tout à fait brillantes, on est un peu en hésitation. Alors Dieu merci, moi je fais partie du public, donc du jury, donc je n'ai pas à voter. Enfin, pour vous qui avez à voter, il y a évidemment une incertitude sur les arguments. Et j'aimerais bien essayer de voir comment se place la notion même du procès, c'est-à-dire la position de chacun. La première position la plus claire, c'est un Alceste seul contre tous, hein, c'est la première vision qu'on peut avoir. Un Alceste contre la modération tiède de Philinte, contre la rouerie séductrice de Célimène, contre l'hypocrisie mensongère d'Arsinoé, dont on n'a pas parlé, mais qui est une peste fausse dévote parce qu'un peu vieille et qui s'arrange pour faire beaucoup de mal à Célimène parce qu'elle est amoureuse d'Alceste. Et enfin, Alceste contre la fatuité stupide d'Oronte et des petits marquis. Une sorte de champion de la vérité envers et contre tous dans un monde de menteurs et de dupes, et un champion de la vertu dans un monde de fourbes et de jouisseurs. Si bien que contrairement à Rousseau, qui s'identifiait à Alceste et qui trouvait que Molière avait été bien méchant de choisir le parti de Philinte, on pourrait penser que Molière a choisi réellement le parti d'Alceste et que Philinte n'est ni raisonnable ni raisonneur, qu'il est au moins aussi fou et que sa thèse est aussi risible et aussi exagérée que celle de son contradicteur, qu'il mérite le mépris dû au tiède et au plat bourgeois qui, et là je cite Rousseau parce que c'est quand même une assez jolie phrase de Rousseau, les bourgeois qui trouvent toujours que tout va bien parce qu'ils n'ont pas intérêt que tout aille mieux, attendu que Dieu les a doués d'une douceur très médiocre pour supporter les malheurs d'autrui. Bref, dans cette parfaite raison qui fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété, qui est, vous savez, la définition même de la vertu selon Philinte, on entendrait, avec ou sans l'aveu de Molière, une vertu morale affaiblie, une sincérité douteuse, une concession honteuse aux superficialités mondaines et aux petitesses prudentes, un esprit d'abandon et, disons-le d'un mot, un esprit de collaboration. Alors qu'Alceste lui résiste. Peut-être pas au sens historique, mais enfin au sens moral du terme, et qui, à bonne oreille, percevrait même un peu, éventuellement, une protestation furieuse de Molière, sous les bourrasques indignées de son héros misanthrope, auquel il a prêté, je crois que c'est indéniable, quelques traits de sinon de sa personne, du moins de sa situation, de sa personne, puisque ses adversaires lui prêtaient un tempérament mélancolique, et que misanthrope, ça suppose mélancolique, atrabilaire, et que d'autre part, sa situation, on sait les calomnies de la clique dévote, dont Alceste est, comme Molière, accablé, puisque la pièce s'insère dans la fameuse querelle de Tartuffe, et elle n'est pas compréhensible sans la querelle de Tartuffe, qui est interdite depuis 2 ans, et après Don Juan, qui jouait quelques mois plus tôt, a été retiré de la scène sans crier gare, parce que Don Juan aussi était en difficulté, peut-être, avec la dévotion. Don Juan serait d'ailleurs un très intéressant personnage à mettre dans votre tribunal, surtout en cette période de harcèlement sexuel. Bon, et donc, quant à reconnaître dans la coquetterie de Célimène la femme de Molière, Armande Béjart, qui était plus jeune que lui, nous on ne le fait plus, mais ses adversaires et les gens du temps et les critiques qui ont suivi ne s'en sont pas privés. Bref, le cri du cœur contre les belles paroles mensongères, c'est un point pour Alceste, et l'avocat se frotte les mains. Reste que Philinte n'est pas inconséquent comme Célimène, il n'est pas fourbe comme Arsinoé, il n'est pas vaniteux comme Oronte, et il n'est pas stupide comme les marquis. Il a aussi quelque chose pour lui, c'est d'abord qu'il fonde sa complaisance sur un pessimisme moral qui est encore plus noir qu'Alceste,
et qu'il a quelque chose donc de lucide quand il dit « Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure, comme vices unis à l'humaine nature. Et mon esprit enfin n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. » Ça c'est pour le principe. Et la pratique qu'il en tire, c'est « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont, j'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. » Je me dis ça à peu près tous les matins. Même aujourd'hui, j'ai eu l'occasion. Sa complaisance au défaut du siècle est donc raisonnée. Il est complaisant, c'est vrai, mais il est raisonné. Elle rejoint une nécessité du temps, car quand Alceste lui reproche d'être complaisant, il faut réinsérer ça dans un débat du moment. Nous sommes à une époque de l'histoire où la civilisation des mœurs est en train de connaître une impulsion. Une civilisation des mœurs qui est liée à une progression de la notion d'individu, de la conscience de l'individu dans la société occidentale. Depuis Socrate, on peut dire que l'individu a tendance à être la mesure de la culture, disons, occidentale. Eh bien, au XVIe et XVIIe, il y a une accélération de ce processus, que par Descartes. Et je pense que la société des salons, qui était déjà un peu organisée chez les Italiens, autour des cours italiennes, avec le traité du courtisan de Balthazar Castiglione, et puis qui va réintervenir autour du modèle de l'honnête homme chez Montaigne, et puis au XVIIe avec les salons du XVIIe. Cette complaisance, c'est un vrai débat, c'est-à-dire que ce n'est pas un débat que Molière a inventé, et le débat entre Alceste et Philinte, ces gens-là le connaissaient, et ils le vivaient. Je vous lis quelque chose qui est ce que Philinte aurait pu répondre à Alceste, et qui n'est pas de Molière, c'est d'une romancière un peu oubliée, Madeleine de Scudéry, auteur de romans fleuves, et elle dit à propos de la complaisance « Je ne suis point contre elle quand elle est raisonnable. » Vous voyez que ces mots sont très Philinte. Au contraire, je soutiens qu'elle est nécessaire à la société de tous les hommes, qu'elle sert à tous les plaisirs, qu'elle entretient l'amitié et l'amour. Belle leçon pour Alceste. Que sans complaisance, on serait toujours en guerre et en chagrin. Deux mots qui vous définissent Alceste. Mais je soutiens en même temps, elle était pour l'en même temps, elle déjà, que comme la sincérité est la vertu de toutes qui est la plus particulière aux gens d'honneur, la complaisance est de toutes les vertus, celle dont les lâches, les intéressés, les fourbes et les flatteurs abusent le plus souvent. Ben voilà le débat. Il est là. Jusqu'où la complaisance? Est-ce que Philinte en fait trop dans ce sens-là? Est-ce qu'Alceste en fait trop dans l'autre sens? Cette complaisance modérée que demande Madeleine de Scudéry, qui est une variante du plaire, pourvu qu'elle soit assortie de sincérité, qu'elle ne serve pas de masque au tartuffe, mène sur la voie d'une philia érasmienne, c'est-à-dire d'une harmonie pacifiée des rapports humains, si vous voulez, une espèce de charité laïcisée, éclairée par la raison et rempart contre la guerre entre pairs, sans illusion, mais contractuelle et de principe. Si vous voulez, c'est un relais entre la charité des évangélistes du XVIe siècle et la tolérance des philosophes du XVIIIe. Et de ce point de vue, ce que Philinte est en train d'établir, c'est la tolérance de principe. Je sais que les hommes ne valent rien, mais par principe, quand ils disent quelque chose, je me fais une loi de les écouter et de ne pas les contredire systématiquement, simplement parce qu'ils sont autres que moi et que l'altérité mérite le respect. Alors c'est vrai qu'il y a d'un côté cette vertu véhémente d'Alceste, qui a ses raisons et qui est fondée sur une très longue tradition d'exigence de la vérité morale, et puis de l'autre, il y a cette exigence de l'écoute de l'autre et de la tolérance chez Philinte, qui est contemporain de ce que John Locke est en train d'inventer en Angleterre à la même époque, à 10 ans près, et qui est tout simplement une tolérance nouvelle, plus la tolérance de l'Église, qui consistait à accepter que sur des points mineurs de doctrine, bon, on peut avoir un peu d'indulgence pour les gens qui se trompent, c'est tout à fait leur faute. Non, une tolérance qui est, plus vous êtes éloigné de moi, plus je vous écoute et vous donne le droit de vous exprimer parce que vous êtes éloigné de moi. Ce qui ne veut pas dire que je ne vous combats pas, mais je dois vous entendre pour cette raison-là. Et on s'aperçoit que la civilisation des salons, où justement les débats ont moins d'importance que les débats religieux ou politiques, est un lieu où on a appris cela. Et où on est en train de faire naître cela progressivement au point qu'un théoricien de l'époque, qui s'appelait Méret, un autre penseur de l'honnêteté mondaine, a montré que cette capacité d'écoute, cette complaisance, n'est pas du tout liée à la cour, au milieu des salons, à ce snobisme, à cet univers fermé, mais qu'elle doit s'étendre hors de sa sphère, hors de son caractère, par la faculté souple d'adaptation qu'elle a enseignée à l'homme. C'est une véritable image de l'homme nouvelle, une espèce comment dirais-je,
de ciselure d'un être nouveau, le personnage d'un honnête homme, écrit Méret, c'est écrit en 1675 cela, s'étend partout. Il se doit transformer par la souplesse du génie comme l'occasion le demande. Autrement dit, un honnête homme de grande vue est si peu sujet aux préventions que si un Indien d'un rare mérite, un Indien pour eux c'est très très loin, vous voyez, un Indien d'un rare mérite venait à la cour de France et qu'il se pût expliquer, il ne perdrait rien auprès de lui du moindre de ses avantages, car sitôt que la vérité se montre, un esprit raisonnable se plaît à la reconnaître et s'en balancer. Vous voyez qu'il n'y a rien de moins étriqué et xénophobe que cette vérité relative et tolérante qui s'oppose à la vérité absolue et intransigeante d'Alceste. Le choix qui nous est proposé, c'est un choix entre deux modalités du vrai. Ce n'est pas le vrai contre le faux, mais ce n'est pas non plus que Alceste serait dans l'erreur ou dans une fausse vérité. Ce sont deux modalités de la vérité, et où le choix est très difficile à établir. C'est un choix que nous avons à faire en conscience. Vous avez deux idéaux qui se font face. L'un tient pour compromission la tolérance de l'autre, lequel tient pour folie inopportune et donc ridicule la rigueur intransigeante du premier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Mais quant à savoir lequel a raison, bien difficile de trancher. Cette réciprocité tient donc la balance indécise entre la sagesse, Philinte est philosophe, vers 166, et la vérité. Alceste, c'est la franchise incarnée, vers 104. Alceste reproche à Philinte la sobriété qui accompagne sa sagesse, parce qu'être sage mais sobrement, c'est quand même un peu peu. Hein, on aimerait l'être davantage. Tandis que Philinte reproche à Alceste l'inutile véhémence de ses emportements, contre l'évidence, partagée par tous les deux, que les hommes sont de méchants animaux. Débat difficile à trancher. Alors pour le trancher, je vous propose de passer à un autre stade. Nous sommes dans un face-à-face, ils sont que deux, c'est un peu ennuyeux, mettons-en trois. Là, c'est le rôle normalement du président. Hein. Une solution pour sortir d'embarras, c'est de réinsérer Célimène dans le duo, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et de savoir que le vers que j'ai lu tout à l'heure, vous savez, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété, est crypté. Hein. C'est un vers qui fait référence, sans en avoir l'air et sans le dire, à une conception très ancienne, une conception qui remonte à Aristote, et qui est la conception de la vertu selon Aristote définie dans l'éthique à Nicomaque. Ce que dit Aristote dans cet ouvrage, dans cette éthique, c'est que toute vertu procède d'un équilibre tendu et perpétuellement redistribué, selon les circonstances, selon les personnes, entre l'extrême du trop et l'extrême du trop peu. Ce n'est pas qu'il y a d'un côté le bien et puis de l'autre le mal, d'un côté, je ne sais pas, la vérité, puis de l'autre l'erreur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont trois. Ce qu'il explique, par exemple, c'est que le courage se définit, selon l'âge, la situation, l'occasion, comme la résultante parfaite entre l'inconscience aveugle du danger, qu'on appelle la témérité, et la timidité caponne, qui est la pusillanimité. Être courageux, c'est n'être ni téméraire, ni peureux. C'est trouver la résultante entre les deux. C'est-à-dire trouver la troisième position. La parfaite raison fuit donc toute extrémité parce qu'elle se tient à égale distance des deux extrémités. Et d'un côté, entre l'ardeur présomptueuse qu'il faut modérer, de l'autre, la terreur irraisonnée qu'il faut surmonter. Et comme cet équilibre dépend de l'occasion, le jugement doit sans cesse être réévalué. Il faut, comme dans une balance, un fléau. Et Philinte, en l'occurrence, c'est le fléau. C'est-à-dire qu'entre la vertu intraitable d'Alceste, aveugle aux circonstances, et la frivole amoralité de Célimène, aveugle au mérite personnel, Philinte suggère l'art de tracer le chemin de sagesse et de raison qui correspond harmonieusement à chaque occasion, à chaque situation, à chaque rencontre. En louvoyant entre les extrêmes, les écueils, donc extrêmes, de la haine universelle pour l'humanité et de la complaisance sans condition ni recul envers la comédie mondaine, Philinte, et peut-être la comédie de Molière avec lui, ne prétend pas édicter des règles intangibles de sagesse modérée, une fois pour toutes choisies. Ce n'est pas le juste milieu de M. Prudhomme, non. C'est que dans chaque circonstance, il faut rétablir les plateaux de la balance. Par exemple, et je fais référence à ce que vous avez si joliment dû de mémoire, j'admire votre mémoire, il serait malséant de dire, sans leur être en rien lié, à la vieille Émilie, qu'elle masque en vain de phare les rides de l'âge, ou à l'aimable Oronte, que son sonnet, dont il est si naïvement fier, est bon à mettre au cabinet. C'est inopportun. Mais il est opportun d'ouvrir les yeux d'un ami, d'un véritable ami, dont le destin ne vous est pas indifférent, sur les ridicules que lui donnent ses foucades, et Philinte le dit à Alceste, ou encore sur l'humeur coquette et l'esprit médisant de la jeune veuve qu'il courtise pour son malheur.
alors que la sincère Éliante lui conviendrait mieux. Et Philinte a beaucoup de mérite parce qu'il aime Éliante. Mais il dit à Alceste, très franchement, elle n'est pas faite pour vous, Célimène. Prenez Éliante, elle vous va mieux. C'est très sincère, ça. C'est pas complaisant du tout. S'il voulait complaire à Alceste, Philinte, il ne se taperait pas la scène du début, laissez-moi, je vous prie, et courez vous cacher. Bon, il n'y aurait pas... il trouverait des moyens. Non. Simplement, il adapte. Et il adapte pour être toujours au centre des choses. En somme, Philinte, le raisonneur, ne l'est qu'avec l'élégante discrétion et la perpétuelle acuité du fléau d'une balance qui hésite entre le poids d'erreur d'une vertu pesante et le poids d'une frivolité, d'une coquetterie légère et étourdie, qui est aussi lourde, parce qu'un kilo de plume et un kilo de plomb, ça pèse autant. Eh bien, un kilo de coquetterie et un kilo de vertu extrême, c'est aussi pesant. Il faut donc imaginer Philinte au sommet d'un triangle mouvant, dont la médiane oscille incessamment, l'un ou l'autre de ses amis excessifs, Alceste ou Célimène, tend plus ou moins vers l'infini, qui est leur vocation de néant. Entre la solitude morale et l'ébullition mondaine, entre le désert et le disert. Ça, c'est un jeu de mots. Ils sont à la fois discret, car il n'est pas le protagoniste de la scène, de la pièce, et décisif, car il occupe la place, en gros, du cœur antique. Son rôle se situe dans une sorte de surplomb démonstratif. Il consiste à dessiner, dès avant que ne commence l'action, et à destination surtout du spectateur, la résultante exacte des forces immorales et morales en présence, la juste direction de sagesse, sinon de sympathie, le point de fuite du tableau utile à en saisir l'ordre des représentations. Et puis d'ailleurs, si on veut bien examiner ce triangle, on s'aperçoit que, souvenir du Tartuffe, si en haut du triangle il y a Philinte, on pourrait mettre en bas Arsinoé. Parce que si vous regardez, Philinte, il a les qualités d'Alceste et les qualités de Célimène partagées. Arsinoé, elle a les défauts des deux. C'est un losange, vous voyez, comme ça. C'est le losange de l'éthique à l'intérieur du misanthrope. Elle est en dessous, elle a tous les défauts, il est au-dessus, il a toutes les qualités, puis entre les deux, il y a les deux malheureux, c'est-à-dire vous et moi, des êtres humains, Alceste et Célimène. C'est un peu comme ça que ça se situe. Et donc, la question est tout simplement, est-ce que le fait de déplacer l'accent de la distinction éclatante entre Alceste et Philinte vers la confusion menaçante entre Philinte et Célimène ne risque pas à ce fléau de balance d'attribuer un petit peu trop de penchant du côté de Célimène? Est-ce que par hasard Philinte ne serait pas un tout petit peu céliménisé? Vous voyez, il y a un petit risque de cela. Et donc, je tirerai de ça, et je termine, que le misanthrope peut se lire comme une leçon à tiroir. Vous avez un premier degré, celui de l'actualité immédiate, de la querelle de Tartuffe, du sens premier, du sens de l'engagement immédiat, personnel, du spectateur, peut-être de Molière dans sa propre comédie, où l'authenticité d'Alceste s'impose, et s'impose avec une espèce de véhémence. Sa passion de vérité, son jusqu'au-boutisme héroïque et à ses propres dépens, valide un peu la leçon radicale et passionnée qu'il délivre. Ce premier niveau est enveloppé dans un second, où l'inféodation passionnelle d'Alceste envers Célimène justifie en quelque sorte le relativisme modéré de Philinte et, sur le même constat pessimiste, son désengagement radical. On a l'impression qu'Alceste, même s'il a pour lui cette vertu admirable, cet héroïsme, en même temps se laisse porter par sa nature et voudrait faire confiance à la nature contre l'artifice, aux chansons naïves, on l'a cité, qu'il oppose aux artifices de la poésie galante. Philinte, qui n'a pas même cette confiance rétroactive, pense en termes de contrat, de convention, de règles et de régulations. Ce n'est pas un contrat social que fait Philinte, c'est pas Rousseau, c'est un contrat sociétal, mais c'est un peu le même genre. C'est un type qui a de la distance. Il est un peu au-dessus des choses, il voit comment ça fonctionne, et il vous le dit avec sagesse, et c'est très difficile de ne pas être d'accord avec lui, parce que c'est quand même ça qui est raisonnable, et c'est comme ça que ça marche. Et si on ne fait pas du Philinte, ben, ça va devenir très difficile de vivre en société. Donc vous avez un petit peu, avec Philinte, une tolérance qui repose sur finalement les mêmes attendus que le constat d'Alceste, mais qui domine sa répulsion passionnelle en la promouvant en sagesse raisonnée. Reste que cette raison ne dit peut-être pas le dernier mot de la comédie. Il y aurait un troisième niveau, un dernier tiroir, si vous voulez, qui est autorisé par le fait que c'est du théâtre, et qu'au théâtre, l'écrivain ne dit pas exactement ce qu'il pense. Il n'y a pas des personnages forcément positifs, forcément négatifs, et que le spectateur est un petit peu hésitant, et qu'on a l'impression que Alceste a un peu échappé au projet de ridicule que Molière avait conçu pour lui. On voit bien comment ça a été fabriqué. Alceste est un personnage à idée fixe, comme il y en a plein sur le théâtre de Molière. Vous savez, ces personnages à marotte obsessionnelle ou à chimère évaporée,
qui les conduit à l'erreur, à s'obstiner, à défigurer les valeurs auxquelles ils s'attachent. Vous savez, que ce soit la fidélité dans le mariage que ridiculise Arnolphe, que ce soit le savoir que ridiculise Philaminte, que ce soit la richesse que ridiculise Harpagon, que ce soit la santé que ridiculise Argan, que ce soit la dévotion que ridiculise Orgon, que ce soit la naissance que ridiculise Monsieur Jourdain. Et ces personnages qui réduisent la diversité du monde à leur idée fixe, dont ils tirent une caricature, à force de ne pas voir que les vertus dont ils s'entichent sont par eux traitées d'une façon tellement monomaniaque que ça en devient des ridicules, eh bien, ces personnages, Alceste en fait partie. Il peut être vu comme un des leurs. Simplement, c'est un fou de vérité et de vertu, comme les autres sont fous de ce que je viens de dire. Et en se ridiculisant, en défendant de la manière dont il le fait, la vertu et la vérité, on a l'impression qu'il nous donne envie d'être pour le mensonge et pour le vice. Enfin, surtout pour le vice et un peu pour le mensonge. Et pourtant, on ne saurait pas le confondre tout à fait avec ces personnages ridicules, car on l'entend dire, enfin on entend Philinte dire de lui une chose vraiment étrange, et c'est par ces vers que je voudrais finir. Philinte lui envoie à la figure, et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Alors vous savez, entendre ça dans une comédie de Molière, quand on sait que la définition de la comédie qui est en train de s'élaborer à ce moment-là, c'est corriger les mœurs du monde en les châtiant, castigat ridendo mores. C'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. On a l'impression que la pièce ici est en train de retourner sur elle-même la critique qu'elle émet. qu'Alceste, c'est un peu une autocritique de la comédie à l'intérieur d'elle-même, par un personnage que joue le poète comique, puisque c'est Molière qui incarne Alceste, et on a l'impression que Molière lui-même, en quelque sorte, se moque de son désir et de sa sottise de vouloir se mêler, de faire la morale des hommes incorrigibles, comme il le sait, et comme il le fait dire à Philinte. Comme si, après avoir moqué les médecins, les savants, les bourgeois gentilshommes, les avares ou les dévots, Molière mettait sa propre marotte sous le feu de la rampe et de la critique, et prenait le misanthrope comme un bouc émissaire de la rancœur de son auteur contre lui-même et contre les autres, comme une interrogation sur la légitimité de la comédie à se moquer du monde. Une sorte d'Alceste, bouc émissaire de la vision sombre que Molière alors a de l'humanité, un Alceste des fouloirs un peu. Et c'est par là qu'on pourrait voir les choses. C'est là que je vais vous renvoyer la possibilité de votre jugement. À prendre les choses en effet de cette manière personnelle et privée, en faisant un peu d'introspection hardie du cas de Molière, on pourrait dire que ce que met en scène cette comédie si personnelle, mais qui est en même temps une comédie pour nous, c'est le combat toujours repris, jamais tranché, en lui comme en nous, entre la raison qui tempère et la passion qui tempête, qui aspire à se défouler. Entre l'insurrection immédiate de la fureur, bien légitime, et la distance d'ironie prise envers cela. Bref, un peu, j'exagère, mais entre ce que Freud aurait appelé le ça, l'insurrection des choses que l'on laisse aller, puis le surmoi qui met une grille sur cette affaire. Si vous voulez, une pièce misanthrope qui jouerait le rôle de la commande sur mon ordinateur envoyée plus tard. Vous savez, quand j'envoie un courrier électronique, ce que les Anglais appellent, je crois, un mail, que j'appelle un mail, parce que c'est un mot qu'ils nous ont volé, parmi d'autres, souvent, quand je suis en fureur, j'écris un courriel absolument effrayant. Et depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de ne pas l'envoyer. Je le mets dans « envoyer plus tard », et le lendemain, je le lis. Parce que le jour où je l'écris, je suis Alceste, mais le lendemain, je suis Philinte. Alors à ce moment-là, j'enlève tous les adjectifs. Et alors ça peut passer. Donc cette commande envoyée plus tard, elle est pour moi entre les deux, vous voyez, elle est entre Alceste et Philinte. Et donc, à prendre les choses pour finir d'un peu plus haut, on pourrait dire que le misanthrope stylise à travers Alceste et Philinte le conflit et le choix entre la perfection par la mesure et la perfection par le sublime, entre la sagesse et l'héroïsme, entre la tolérance et la vertu, bref, entre les deux faces du devoir, le devoir d'assumer et le devoir de s'opposer. Combat qui se